Bonjour, vous écoutez Un été avec Bilou, une série en 4 épisodes produite par Tip & Shaft, le média expert de la voile de compétition. Bilou, c'est Roland Jourdain, l'un des marins français les plus populaires. Dans Un été avec Bilou, nous allons dérouler avec lui le fil d'une carrière longue de 3 décennies, commencée à 20 ans avec la Mini Transat. Whitbread, Figaro, Jacques Vabre, Vendée Globe, Route du Rhum, Roland Jourdain va nous raconter avec sincérité la vie bien remplie d'un marin professionnel, avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses abandons. Avec aussi, on va le voir, un engagement grandissant au fil du temps dans la cause environnementale qui l'anime aujourd'hui. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode d'Un été avec Bilou. Un été avec Bilou est sponsorisé par Carver. En cette année de Vendée Globe, les ingénieurs et les techniciens de cette société française d'accastillage, qui exporte près de 70% de son chiffre d'affaires, ne chôment pas. La quasi-totalité des IMOCA sont en effet équipés en Carver. Près de 80% ont choisi leur hook émerillon externe. Plus de 60% utilisent un emmagasineur Carver. Et je ne vous parle même pas des poulies et des bloqueurs. Et on me dit aussi qu'on trouve du Carver sur certains bateaux de la Coupe de l'Amérique, mais c'est top secret. Bref, pour votre bateau de course ou de croisière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 4e et dernier épisode d'Un été avec Bilou, on retrouve Roland Jourdain en 2012, au moment où son contrat avec Veolia s'achève brutalement. L'heure pour le marin de se diversifier et de se consacrer pleinement aux enjeux environnementaux qui n'ont cessé de prendre de l'importance au fil de ses navigations. Et puis 99% de l'équipe est restée et puis on s'est dit on sait pas vers où on va mais on y va quoi. Alors là c'est une nouvelle vie quand même, c'est plus une vie qui est structurée par un seul projet. C'est une vie de diversification, comme tu dis. Juste une précision pour les gens qui connaissent pas tout. Sophie Verseletto, qui est ta compagne et ton associée, qui est co-entrepreneur avec toi, a été l'organisatrice du Vendée Globe pendant deux éditions. Ouais. Donc tout à fait. Elle arrive avec une connaissance particulière de cet univers-là. Alors du coup, tout ce qu'on voit aujourd'hui se met en place. Parce qu'il va y avoir d'autres navigations, il va y avoir les petites piches dont on a parlé tout à l'heure, il va y avoir, je les prends au hasard, il y a une G2R avec Martin Lepape, il y aura la gestion de projet Safran, mais comment la structure actuelle dans laquelle on est là aujourd'hui, comment se met-elle en place? Et il y a 3-4 pistes différentes. Comment toi tu te transfères de cette carrière de marin et chef de projet à cette carrière de, je sais pas comment on peut dire, de multi-entrepreneur, en tout cas de gestionnaire de multiples projets parfois différents? Alors on a compris tout au long de notre échange les petites graines qui ont poussé au fur et à mesure. On voit bien l'importance que ça prend dans ta philosophie personnelle et du coup l'impact que ça va avoir. À quel moment tout ça éclot alors? C'est là, c'est vrai que c'est quoi l'expression asiatique que de chaque emmerdement c'est une opportunité ou c'est vrai que là ça va permettre de faire épanouir des trucs qu'on avait un peu rangés dans le fond de nos poches et qui pour nous étaient du moyen terme. Et là on se retrouve au pied du mur. Et on se regarde, je dis parce que tout seul j'aurais pas fait. Je pense que tout seul, moi j'aurais continué à courir. J'avais encore un peu de compétences, je pouvais faire des piges, m'éclater parce que ça m'éclate de courir. Mais ensemble avec l'équipe, avec Sophie, surtout qu'est-ce qu'on veut vraiment et vers quoi on veut aller. Et ça a été, au sens large, l'idée du partage, donc pouvoir accueillir d'autres projets de bateaux ici, pas de problème. Les biomatériaux, on était complètement persuadés, et premier qu'il y a un avenir là-dedans. Et je voyais bien, en plus, alors c'est un petit peu comme les courses de bateaux, t'es un peu têtu parce que tu vois que l'autre il se fout un peu de toi, quoi. Mais j'ai pas beaucoup de concurrents et néanmoins collègues qui se sont arrêtés ici pour venir voir, mais c'est quoi votre truc là? Je pense que certains d'entre eux vraiment ont pensé que j'allais fumer mon chanvre, quoi. Ils voyaient pas la partie innovation, même si elle n'était pas liée à notre cœur de métier de la compétition. Donc ça c'est un peu douloureux d'un côté, puis ça t'entête de l'autre, quoi. Ça peut motiver, ouais. Ça motive, quoi. Donc ça c'était une vraie volonté. On a un tel joli réseau entre l'université de Bretagne Sud ici, Christophe Ballet et toute l'équipe, Yves Remer. Enfin, on avait entamé une démarche en se disant mais c'est quand même fou parce que le monde il fonctionne comme ça, mais on a de la recherche fondamentale qui nous montre des voies et on a une industrie à l'autre bout et il faut qu'on continue à jouer notre rôle de passerelle comme on l'est finalement dans le métier de course au large, quoi. Créer du prototype, de la petite série, de l'essai-erreur et notre positionnement en fait professionnel, il est né de ce constat-là.
Et donc en 2012, l'idée était vraiment de se mettre pignon sur rue dans la création d'un bureau d'études. Et donc prendre une décision de se dépoiler un peu du bureau d'études performance bateau, quoi. Ça, c'était un choix. En même temps, quand t'as plus de sponsors, pour développer un bateau, c'est compliqué. Donc ça se posait assez simplement comme ça, en se disant quoi? En se disant que on est dans le vrai, ça nous éclate. Enfin ça. Et puis moi j'avais aussi c'est c'est compliqué. Je me suis demandé pendant longtemps. Je me suis dit que c'était beaucoup plus facile pour les coureurs au large qui peuvent courir vieux entre guillemets de se poser des questions sur des transformations de carrière ou des diversifications et tout ça, que c'était beaucoup moins compliqué pour nous que pour des footballeurs ou des tennisman ou pour des sports où seul le physique compte, quoi. Mais en fait, non, je pense que quand tu sais que tu pratiques un sport où de toute manière, bon an mal an, entre 35 et 40 ans, ça sera la deadline, tu t'es préparé à ça. Or, nous, on peut rester très très longtemps. Et franchement, j'étais mal à l'aise aussi dans le fait de me dire, mais est-ce que je suis capable de faire que des courses de bateau? Je serais-il pas capable de faire autre chose de mes 10 doigts quand même? C'est enrichissant pour la tête. Donc c'est ce qu'on tente de faire. Du coup, alors on comprend bien qu'il y a une partie gestion de projet nautique qui continue encore aujourd'hui avec le projet de VNB par exemple ou le projet de Stade Turet. Ouais. Voilà. Il y a une partie bureau d'études pour les matériaux biosourcés. Et ça, vous travaillez pour des entreprises qui sont intéressées pour ça? Ou vous travaillez comme conseil pour quelle est tu factures qui? Ouais. Alors, ma question est concrète, mais ouais, tout à fait. C'est vraiment c'est des prestations qu'on peut faire à titre d'étude de projet, de réalisation de projet. Typiquement, un client, ou un prospect ou quelqu'un, une problématique se pose une question sur la fabrication de telle ou telle pièce qui se fait en plastique normal. On peut répondre en disant voilà les solutions que vous pouvez employer. Alors c'est là où en fait on est dans la technique, dans la mécanique, dans les structures, mais aussi on est dans l'impact environnemental tout de suite parce que on veut pas, sous prétexte de mettre de la fibre végétale ou ceci ou cela, amener des solutions qui soient des fausses bonnes idées parce que c'est l'idée de regarder la diminution de l'impact. Donc on a toutes les réalisations qu'on fait, on fait une étude d'impact autour de ça, une étude d'ACV pour montrer que là ça vaut analyse du cycle de vie, pardon. Et donc c'est très varié. Et là avec le chantier IDB récemment l'année dernière, on a mis à l'eau un Morito 8.8 là, donc ça peut être du bateau. Puisqu'en fait, le premier bateau qu'on a réalisé, c'était en 2013, et il navigue tous les ans, c'est le trimaran Anguillas, le petit trimaran Anguillas, qui est un tricat réalisé en fibre végétale. Mais le milieu du nautisme n'était franchement pas en avance, n'était toujours pas en avance aujourd'hui. Bon, on voit bien que depuis un an, là, il se passe des petites choses, et tant mieux. Si on a participé à ouvrir les écoutilles, tant mieux. Donc, c'est vrai que moi, assez benoîtement au début, je me suis dit, il y a du boulot dans le monde du bateau. C'est déjà, je vise pas le carbone au module, mais je vise les 90% de bateaux qui sont en verre polyester. On peut faire mieux, quoi. Bon, le coût n'est pas parti, ça viendra de toute manière d'une manière ou d'une autre. Et puis, c'était pas non plus totalement satisfaisant dans la mesure où, pour des coques de bateau, un bateau biodégradable, c'est quand même pas facile. Un Sylvain Mollier avant la ligne d'arrivée, faut quand même pas. Donc, on ne sait pas faire du 100% bio. Et sur la réflexion dont on parlait tout à l'heure, c'est que 80% de la pollution de la mer vient de la terre. J'ai vu aussi les volumes de composites, les volumes plastiques qui sont utilisés à terre, alors que nous, on ne focalise que sur nos bateaux dans les ports de plaisance. Donc, on a essayé de s'orienter vers des solutions pour la terre et du 100% biodégradable, du 100% biosourcé. Donc, entre autres activités, on a développé des panneaux composites, en fait, qui sont en thermoplastique et 100% biosourcés, donc issus de la biomasse, 100% compostables. Donc, si jamais ils restent au fond du jardin, ils vont se composter, mais en tous les cas, au bout de quelques semaines en compost industriel, c'est du terreau. Et ils sont 100% recyclables parce qu'on a fait les tests, on refait des panneaux neufs avec nos chutes. Donc moi, je suis particulièrement super content de ce truc-là. Maintenant,
c'est l'aventure de la commercialisation qu'on commence maintenant et les marchés sont potentiellement très, très nombreux. Et c'est vous, Kairos, qui allez commercialiser? Alors à ce jour, ouais, c'est nous. Donc on a embauché un commercial. Une autre aventure là. C'est une autre aventure. Une chose d'être BE, d'être bureau d'études et autre chose de. Ouais, c'est un autre métier. Alors on a la chance d'être entouré par des gens bienveillants aussi autour de tout l'écosystème qui nous aide à ouvrir des portes. Mais en tous les cas, c'est un matériau. On avait encore quelqu'un ce midi là avec nous, qui est un copain de longue date, mais qui travaille dans le monde du graphisme et de la publicité. Ce matériau-là n'existe pas aujourd'hui, donc il y a forcément des choses à faire. Et du coup, moi, je suis super heureux parce que ça a tout et rien à voir avec le bateau. Mais il a fallu se creuser la tête, essayer. Un jour, l'entreprise Clarins qui est mécène de la première heure dans notre fonds Explore, est venu nous voir pour une problématique des microbilles en plastique qui font le gommage dans les produits exfoliants. Et ces microbilles-là étaient en plastique jusqu'à encore d'ailleurs une partie aujourd'hui, ça dépend, les législations sont en train de bouger. Et donc, quand Sophie a poussé la porte du BE et qu'elle nous a dit, les gars, j'ai un dossier là, c'est la microbille pour produits exfoliants, on s'est regardé avec les gars. Et en fait, tu te rends compte que pour faire une microbille qui correspond au cahier des charges, c'est plus compliqué que faire un bateau de course. Et donc, si tu mets la même logique dans le truc, c'est rigolo, bien que je sois absolument pas un champion du produit exfoliant, quoi. Mais on découvre des choses. Pour revenir un tout petit peu sur le bateau de course, on va parler du fonds Explore après. On voit bien qu'aujourd'hui, en ce moment, la voile de compétition est traversée par les problématiques que tu évoques depuis tout à l'heure, avec la même dose de culpabilité d'ailleurs, qui est de dire qu'est-ce que c'est que ce sport où on va dans des espaces vierges, inhabités, et sur des bateaux en carbone, qui consomment, avec des moteurs encore traditionnels thermiques, etc., etc. Il y a des mouvements qui sont en train de se mettre en place, dont l'un en particulier qui s'appelle La Vague, qui fait beaucoup de bruit, qui est très suivi et que tu accompagnes d'assez près. Je voulais savoir un petit peu comment toi tu analysais effectivement tous ces mouvements à l'œuvre et quelles sont les pistes pour améliorer justement la soutenabilité de la voile de compétition. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je vais donner mon opinion pour une fois. J'ai l'impression qu'on peine à faire des choses concrètes. Et j'ai le sentiment aussi que tout ça passera par des obligations et des contraintes légales fortes. En gros, la prochaine jauge IMOCA ou celle d'après, ou la prochaine jauge multi 50 ou classe 40, devra dire vous ne devez plus avoir de carbone dans les bateaux, ou vous devez avoir tel pourcentage, ou vous devez avoir tous des moteurs électriques. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que tant qu'il n'y aura pas de coercition légale, on n'arrivera pas à progresser. Je voulais savoir, connaître un petit peu ton point de vue justement sur cette ambiance particulière qu'il y a en ce moment. Ouais. Qui est faite de beaucoup de questions, beaucoup de critiques aussi, mais et j'ai le sentiment de difficulté à avancer. Mais c'est la première qualité du truc et sa première vertu, c'est de libérer la parole sur le questionnement déjà. Ce qui n'était absolument pas possible, ça fait encore 5-6 ans. Moi, je me rappelle, je suis plus au bureau d'IMOCA depuis un petit bout maintenant, mais au retour du dernier Vendée que j'ai fait, donc je suis dû être en 2009-2010 dans ces eaux-là, et parler de développement durable. Et même de durabilité dans le sens durabilité financière, quoi. Moi, sur mon plan de bar, j'étais le premier à mettre des haubans Carbolink, là, des haubans en rod, sur le constat que le PBO, on le changeait, enfin la matière qui faisait les haubans, on le changeait tous les ans quasi, parce que tellement on flippait du vieillissement du truc. Donc, tant qu'à avoir un truc polluant, vaut mieux qu'il dure très longtemps, quoi. Mais c'était pas un débat, et pourtant, je pense que beaucoup de monde l'avait derrière la tête. Donc, moi, ce que j'ai remarqué depuis 2 ans, parce que le mouvement de la vague, ça a été des petites conversations avec l'un et l'autre, de la jeune génération particulièrement. Mais tu m'as dit qu'on allait reparler du fonds Explore, mais je vois le même phénomène arriver dans la course au large que je le vois dans les différentes strates des projets Explore et d'autres strates de la société, en fait, avec cette génération X, Y ou Z là qui débarque. Et elle débarque, c'est l'entonnoir, quoi. Ça. Et on peut se faire déborder par les côtés. Donc, le coup est parti. C'est évident. Après, faut tous accepter le fait, à mon sens, que on sait pas faire, et donc faut qu'on discute ensemble pour le faire autrement. Je pense que c'est vital pour l'avenir de notre sport, qui est pas du tout un sport ad vitam aeternam. Hein. Peut-être que dans 15 ans, il y aura plus de course au large, mais il faut aussi avoir le culot ou se le dire. Peut-être que ça n'était à une époque, la course au large, c'était des grands propriétaires de boats, l'America's Cup, enfin bref,
Le sponsoring des 30 Glorieuses, on l'a vécu, il est en mutation là, il va falloir l'aborder. Et peut-être que nos épreuves de compétition au large, elles vont changer complètement de focus. Donc, faut pas, on est à l'abri de rien du tout. Donc, je pense que parler de tout ça, c'est super important. Et évidemment, ça met des grumeaux tout de suite quand, en plus, là, on est dans une échéance proche d'un Vendée. C'est pas le moment d'aller en parler à certains qui sont à fond dans leur truc. Mais qu'on ne vienne pas dire qu'il faut pas en parler. Parce que les grandes entreprises qui peuvent se payer des bateaux comme les IMOCA, ces grandes entreprises-là, tout ce qui est ce qu'on appelle la RSE, ou toutes ces notions environnementales, tous les objectifs de la COP21 ou des objectifs de décarbonation, de toute façon, ils les ont. Et donc, nous, il faut qu'on fasse attention à ne pas avoir un sport qui soit exponentiel en carbone à côté de nos sponsors potentiels qui, eux, visent une diminution. Ça serait scier, pour le coup, vraiment la branche sur laquelle on est assis. Alors, après, faire des vraies choses, c'est ma foi bien compliqué, c'est vrai. Moi, j'avoue qu'avec la vague, je me régale d'un côté parce que on sent cette émulsion de faire vite, beaucoup, pas assez, ou avoir la vision sur le long terme. Honnêtement, je sais pas. Tout ce que je pense, c'est que avant d'imaginer les législations et puis toutes les lois, que ce soit dans la voile ou dans le code civil ou ailleurs, ça vient déjà d'une aspiration du milieu, quoi. Et là, je pense que les 2-3 ans qui vont venir, ils vont vraiment changer les choses. Et après, le travail de terrain, c'est comment effectivement pas casser les fonds de commerce de bateaux qui existent, pas non plus mettre des flottes à la poubelle parce que ça serait pas sustainable du tout. Et pour le coup, mais il y a franchement plein de modèles à inventer. Et le premier truc, c'est ça, se déculpabiliser de. Moi, je l'ai vécu, mais avec tout ce qu'on fait depuis 10 ans, la collapsologie, je suis passé dedans, j'ai fait mes moments de blues avec les biomatériaux, à me dire mais attends, mais on essaie ça, mais ça a déjà été essayé, mais ça marche pas, ou là. Mais c'est le pas à pas qui est intéressant, c'est le chemin qui est intéressant, quoi. Donc je pense qu'on n'a pas le choix de toute manière. On n'a pas le choix. Le challenge, un challenge intéressant, ça va être, je n'en sais rien comme ça, mais a priori, si, je pense pour limiter notre carbone, ça va passer par un ralentissement de nos bateaux d'une manière ou d'une autre. Pas forcément par le profil des foils ou par le machin, mais par quelque chose de plus raisonnable dans la gestion globale d'un projet. Et le ralentissement de notre vitesse, il peut être en adéquation avec la notion qui est un gros mot pour certains, mais qui n'est pas du tout un gros mot pour moi, la notion de décroissance. On sait que de toute façon, on est sur une planète dans laquelle les ressources dans les cales diminuent, donc il va falloir n'importe qui a fait du bateau sait que c'est une évidence, quoi. Donc il va falloir s'adapter à ça. Moi, je connais des chefs d'entreprise qui parlent décroissance et qui vont parler performance dans la décroissance. Donc c'est changer nos critères de performance. Et ça va être des jolis débats et des jolies choses à faire sans que... Enfin, on pourrait faire une émission là-dessus, mais on va pas parler des détails. Mais il y a plein de choses à réaliser, quoi. Les F1 en 2021 rouleront moins vite qu'en 2020. J'ai lu ça dans l'équipe hier. Et ben voilà. Et après, il tient que... Même en F1, la décroissance est possible. Ouais. En tout cas, la décélération. Mais après, il tient à des gens comme toi, enfin, tout le monde de la com, des médias, franchement, et on l'a vu au travers des ateliers de la vague, au contraire de ce qu'on pourrait penser, ou alors ça nous conforte dans notre chemin, c'est que ce milieu-là est plutôt demandeur d'infos et pas apporteur de solutions. Et le fond vient vraiment de la jeune génération de coureurs, là, qui impulse des trucs, et ça va modifier le rapport au classement des courses, parce que au final, on cherche quoi, le bonheur d'être sur l'eau, le bonheur de réussir un projet, le bonheur d'une réussite commune avec un sponsor, et que tout le monde et qu'il y ait du jeu, quoi. Et c'est là où la notion de compétition et de jeu, c'est à remettre ça, c'est à remettre tout ça dans un panier, et puis on remue, quoi. Alors, on avait dit qu'on parlerait il faut qu'on parle du fonds Explore, dans les bureaux desquels on est. Donc, tu l'as créé en 2013 ouais, il est né début 2013. Si bonne. Alors, c'est un fonds de dotation. Un fonds de dotation, en gros, c'est une structure qui, pas de manière opérationnelle, mais pour la partie financière, recueille des dons d'entreprises et finance des projets avec ces dons d'entreprises. Donc, Explore, c'est ça. C'est un fonds de dotation que vous avez créé avec l'ambition de sélectionner des projets
pour le coup, d'exploration, mais un peu plus que juste de l'exploration. C'est pas que du voyage, quoi. Non, non, c'est l'exploration, c'est donner un nouveau sens à l'exploration. En fait, c'était un des piliers, enfin, point de départ de l'affaire, c'était au vu de mes tours du monde, moi. Justement, ça, c'est mon premier tour du monde avec Eric Labarlise, enfin, la Côte d'Or, la Whitbread. Tu pars vers l'infini, tu pars vers du toujours plus, tu pars derrière cette ligne d'horizon qui me quitte jamais. Là, il y aura quelque chose d'autre, il y aura. Et entre parenthèses, il y aura ce que toute l'histoire maritime a fait. Il y aura d'autres richesses à trouver, d'autres ressources, d'autres machins, d'autres. J'étais vraiment dans cette logique-là. Et au fur et à mesure de mes tours du monde, finalement, tu te rends compte qu'en solitaire, sur ton petit bateau, tu es déjà plus rapide qu'à 18 sur un... et qu'en rapport à ta performance, la planète est rétrécie. Que l'équipage augmente et que les ressources dans les cales diminuent. Qu'avec les progrès, les satellites, ils connaissent la planète mieux que toi, ils la photographient au centimètre carré. Donc l'exploration au sens au sens commun, on va dire, elle perd son sens. Et que il m'a semblé que l'exploration de demain, c'est l'exploration de mais comment on va faire tous ensemble, quoi. Comment on va se reconnecter, nous les humains évidemment, mais avec le vivant en général, un truc où le temps d'un petit siècle, on est passé sans se poser une seule question. Donc c'était ça un peu le principe de base, aider à changer les choses par une nouvelle vision d'exploration. Et puis très pragmatiquement aussi, chez Kairos, ici on a l'habitude, et puis c'est dans notre ADN, d'accueillir des gens, de répondre à des questions, de donner des coups de main. Et depuis qu'on s'était intéressé, que j'ai commencé à regarder les biomatériaux, j'avais commencé, pareil, tu changes ton regard, tu commences à changer de vision et tu changes tes actes. Et je commençais à voir les gens qui faisaient des trucs de dingue dans leur coin, qui n'avaient pas la chance qu'on a d'avoir des médias comme les vôtres, comme tout ce qui suit la course au large, pour mettre ça en avant. Et pour moi, je me sentais encore une fois rabaissé dans mon rôle de coureur en me disant, moi, un petit bonhomme avec mon ciré et mes bottes, je fais mes petits runs, mais eux, ils se décarcassent pour l'intérêt général, pour le monde de demain, quoi. Et c'est Sophie, en fait, qui, au vu de ça, on est encore en 2012 avec notre sponsor qui a arrêté, et puis il y a un avenir à se tracer. Donc là, il n'y a pas de question de modèle économique, mais qu'est-ce qu'une petite boîte comme la nôtre peut faire dans son écosystème pour les autres, pour l'intérêt général. Et puis c'est Sophie qui dit, créons un outil, il sera plus compréhensible, plutôt que de donner des coups de main à droite à gauche. On va créer un fonds de dotation. C'était aussi une réflexion sur, je te parlais des 30 glorieuses du sponsoring. Il me semble que depuis quelques années aussi, on a un retour du mécénat dans les financements des bateaux, du mécénat qui finalement était aussi à l'origine de nos activités. C'était les grands propriétaires qui se payaient ça, et on le voit dans différentes séries là où on a des mécènes qui veulent pas s'afficher. Et nous on se dit l'argent des mécènes, on aimerait bien le capter pour ces gens là qui nous semblent être des explorateurs du monde de demain, quoi. Et c'est né d'un petit peu tout ça, d'avoir envie de bouger les lignes. Et puis on a mis une petite graine là aussi. Et alors du coup, ça se passe comment concrètement? C'est-à-dire que tu repères un projet ou un projet candidate et vous le financez en partie, vous l'hébergez en partie, ou c'est à la carte? Alors je pense si des gens qui nous écoutent ont un projet d'exploration avec des valeurs, quoi. Ils font quoi? Ils t'appellent, il y a un formulaire à remplir sur le site pour candidater. Comment ça fonctionne? Ouais, ou alors j'ai même pas tous les détails. Il y a un site Explore. D'ailleurs, depuis très peu de temps, là, on a une jolie plateforme de visite virtuelle de la base, puisque le confinement nous a aussi obligés à nous bouger les fesses et à innover. Oui, il y a un contact, bien sûr. Puis il y a une procédure de validation. On veut pas en accueillir beaucoup parce qu'on veut accueillir bien. On n'est pas une fondation qui donnons des sous en disant bonne chance, good luck. On veut accompagner les projets comme on accompagne un projet de course professionnelle. Donc de manière opérationnelle. Que ce soit en coup de main technique, en mettant à disposition nos ateliers, comme sur de la gestion administrative, du juridique, etc. Parce que on sait bien qu'il en faut de toute façon à un moment. Ou de l'hébergement, quoi. Donc et de l'hébergement. Donc il n'y a pas au démarrage, et on ne souhaite pas qu'Explore finance des projets outre mesure. C'est-à-dire que le projet doit avoir sa propre vie, le porteur de projet doit croire en son truc. On peut l'aider à trouver des financements. On a des mécènes d'Explore qui donnent à Explore et qui parfois flashent sur un projet. Et là, on dit, écoutez,
allez-y, il y a aucun problème. On n'est pas là pour. L'important, c'est que tout grossisse. Et puis, il y a beaucoup de croisements qui se font entre un Corentin de Châtel-Perron au Bangladesh et un Under the Pole qui est au pôle Nord. Et ben les problématiques, qu'elles soient logistiques, techniques, audiovisuelles ou autres, c'est créer des ponts comme ça dans l'incubation. Donc de chaque exploration sort un produit, entre guillemets. L'idée du trépied d'Explore, c'est ça, c'est comprendre, innover, sensibiliser, comprendre l'interaction des écosystèmes, les nouvelles voies d'exploration internes en fait, pour que tout ça roule. Donc retirer une innovation du projet à travers de ça, que ce soit une innovation technique, techno ou médiatique. D'ailleurs, comme Under the Pole, par exemple, qui alimente la médiathèque mondiale de découverte d'espèces qui disparaîtront avant qu'on les connaisse. Et puis une sensibilisation au plus grand nombre. C'est les 3 piliers de l'affaire, quoi. Et donc on passe par certains projets comme le Low-Tech Lab sur des coups de main de découverte, de sensibilisation, mais aussi de passage à l'échelle. C'est-à-dire que là, il y a des vraies inventions qui se font aujourd'hui, mais Explore est un fonds de dotation à intérêt général. On n'est pas incubateur de start-up, quoi. On souhaite après... Le Low-Tech Lab, il faut peut-être juste rappeler ce que c'est. Hein, c'est Corentin de Châtel-Perron qui est déjà bien connu pour avoir fait le projet dont évidemment je viens d'oublier le nom. Nomade des mers ou Gold of Bengal ou Taratari. Gold of Bengal, exactement. Et qui aujourd'hui, donc du coup, sur un catamaran, se promène aux 4 coins du monde et essaye de vivre de la manière la plus autonome possible et développe des technologies à faible coût, à faible degré de mise en œuvre, dont certaines peuvent être déclinées de manière en série, quoi. Oui, tu as extrêmement bien résumé. Il développe un bon sens qu'on a tous perdu. Il développe des choses qu'on pratique tous sur nos bateaux de course, pour revenir à ce qui nous intéresse aussi. C'est qu'on part pour un Vendée Globe avec un bateau, c'est une fusée spatiale. Tous les bateaux du Vendée Globe finissent en mode dégradé. Et c'est aussi se reposer la question, a-t-on besoin de s'emmerder avec du high-tech à ce point, puisque en théorie c'est mieux, mais en pratique ça marche pas toujours souvent. Donc aussi ça permet de redonner une vision relative aussi de nos projets, y compris par rapport à la performance, sans la casser. Mais c'est un peu changer d'axe de vision. Et moi je suis fan du Low-Tech Lab, et c'est des trucs qu'on pratique, tous en bateau, mais il faudrait que nos auditeurs aillent sur le site parce qu'on en parlerait des heures, mais que ce soit l'habitat durable ou le bateau. On mettra le lien vers le site internet dans les notes du podcast. Ouais, parce qu'ils le méritent trop, vraiment, ils sont trop bien. J'ai une dernière question quand même, ça fait un petit bout de temps qu'on discute, mais tu as toujours une vie très chargée, très occupée. Tu es aussi un élu de la République et du Conseil régional de Bretagne. Raconte-nous un petit peu cette expérience. Tu as été élu sur les listes de Jean-Yves Le Drian en 2015, et donc tu remettras peut-être ton mandat en jeu l'année prochaine. Comment ça s'insère dans tout le parcours qu'on vient d'évoquer? Écoute, bizarrement quand même, parce que je courais pas du tout après ce truc-là. Écoute, non, je suis tombé de ma chaise quand Jean-Yves Le Drian m'a fait la proposition. Honnêtement, c'était tellement loin de mes préoccupations. Et le problème, c'est que tu as été sollicité à plusieurs reprises, hein, parce que j'ai couvert les élections dans l'Ouest à plusieurs reprises. Tu m'avais dit que tu avais été approché à plusieurs reprises par les écolos à Quimper pour être sur la liste municipale, des trucs comme ça. Après, ça fait plutôt chic d'avoir un marin comme toi sur une liste électorale aussi. Hein, c'est pas une nouveauté, quoi. Ouais. Non, mais là, si tu veux, en fait, il m'a posé la question de telle sorte. Bon, déjà, c'est Jean-Yves Le Drian, c'est sûr, tu t'écoutes un petit peu, t'écoutes 2 minutes. Et en fait, je me suis retrouvé basiquement coincé dans mon fonctionnement habituel, c'est-à-dire que j'ai pas l'habitude de mollir, je dirais, mais si tu dis non, t'es un lâche en fait. Parce que toi, t'as envie de changer les choses, t'as monté des trucs à côté, et donc j'ai dit oui pour aller voir. Alors c'est peut-être aussi mon goût des terres inconnues, hein, c'est peut-être ça qui me... Mais franchement, dans l'idée d'essayer de comprendre, encore une fois, comment ça marche, comment se fait-il qu'on soit si nombreux à savoir, à vouloir du changement, mais comment ça se transcrit après en termes d'impulsion, de loi, de règles, de tout ça. Et donc j'y suis allé
à cause ou grâce à Explore, aux biomatériaux, enfin sur cette fibre effectivement on peut dire écologique, mais de changement de paradigme, quoi. Et quand Oui, il a pas recruté juste le marin. en tout cas, moi je suis venu avec ce que j'étais. Ouais, non. C'est pas une question en fait. Je suis quasi sûr de moi. Non, mais parce qu'il y a beaucoup, il y aurait beaucoup d'autres marins à recruter. Mais ouais, je pense qu'il aurait pu recruter des marins plus médiatiques que moi, quoi, et qui étaient plus dans le coup entre guillemets et plus jeunes et ceci. Non, Loïc Chenet-Girard, l'actuel président de la région, donc qui a repris la suite de Jean-Yves Le Drian. Loïc, avant ça, il était donc vice-président adjoint à l'économie, à l'innovation et à Jean-Yves. Et il était venu, lui, tout seul un jour, en discrétion, nous visiter. Et j'avais trouvé ça franchement pas mal, parce que en général, c'est plutôt 5 bagnoles avec les journalistes. Enfin, c'est pas. Et là, il était juste venu par curiosité positive. Je me dis, tiens, c'est quand même intéressant quand il y a un élu de cet acabit-là qui vient voir différemment. Et dans ce sens-là, je regrette pas, parce qu'aujourd'hui, son discours, il est très puissant dans ce sens-là. Alors, c'est vrai que j'avoue que je pousse beaucoup pour ouvrir les écoutilles sur ce monde de la sobriété frugale, sur le low-tech, on a un territoire en Bretagne, je pense, qui est super positif dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'envie de faire différemment. Donc, il y a des vraies opportunités sociétales et de business même. Enfin, je vois que c'est un vrai modèle, mais il faut accepter de regarder un peu différemment. Donc, à ma très 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 modeste échelle, c'est ce que j'essaye d'amener moi dans ce. Et t'as le sentiment de réussir à peser? C'est ça qui compte en fait. Il y avait la curiosité d'aller voir, mais du coup, est-ce que tu arrives à peser? Est-ce que ces institutions-là pèsent dans cette évolution-là? 1000 fois, je me suis senti inutile. 1000 fois, je me sens décalé par rapport à. J'ai appris aussi à connaître la notion d'espace-temps, qui est pas la même. La notion compliquée entre. On a tous évidemment envie de s'en prendre à nos élus. Mais l'élu n'est pas seul. Il y a des services administratifs, il y a une gouvernance qui est normale, qui fait notre démocratie aussi quelque part. On l'a tous voulu, on l'a créé, mais qui amène des complications et des lourdeurs. Et au bout de ça, c'est des petits bonhommes et des petites bonnes femmes. Et je pense que c'est comme ce dont on parlait pour la course au large tout à l'heure. Si on veut changer les choses, elles sont avant de pondre des lois, c'est convaincre et montrer qu'on peut faire autrement. Et là, on écrira la première phrase différemment, on interprétera, on rentrera dans la case plus facilement, parce que je le vois avec des tas de projets que je soutiens ici, c'est des trucs, des boutons à 5 pattes, mais pour moi, c'est une évidence, mais ça ne rentre pas dans les critères habituels. Donc c'est 1000 petites choses comme ça. Et une région comme la Bretagne, je le vois bien, Loïc Chenet-Girard, je pense qu'il a une vraie vision de ce sens-là, il le dit. Mais par contre, un paquebot comme la Bretagne, c'est peut-être pas le plus grand du monde, mais c'est pas facile à faire virer, quoi. Donc, là-dedans, t'as la notion de la relation humaine. On pourrait être dans toute la tech qu'on veut dans le monde. Au final, c'est l'humain qui fera la différence. Donc, tu vois, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, je suis là-dedans. Je sais pas du tout si ça. D'ailleurs, on m'a pas proposé de continuer, donc j'en sais rien. Mais c'est comme pour le reste, quoi. Il faut s'accrocher. Enfin, c'est plein de bonnes choses. Bon, Bilou, merci beaucoup pour ces pas loin de 4 décennies d'histoire que tu nous as racontées. Hein. Ça passe vite, hein, avec des bonnes histoires. Je me suis livré. Tu n'as pas de regret. Je fais pas de montage, je peux tout laisser comme ça. Hein. En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis dans tes locaux multiples et variés. Si vous avez apprécié ce podcast, donc si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous l'avez sans doute apprécié, j'espère. N'hésitez pas à le partager, à le proposer à d'autres gens, à nous mettre 5 étoiles, notamment sur iTunes. C'est important pour le référencement du podcast. Et puis voilà. Merci Bilou. À bientôt. Merci Pierre-Yves. À bientôt tout le monde. Salut. Voilà, c'était le dernier épisode d'Un été avec Bilou. Merci d'avoir écouté cet épisode et cette série produite par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, à la partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de l'accastillage de Carver, partenaires de cette série. On se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode d'Into the Wind. À bientôt!